Bonjour à tous. Comme vous le savez, l'azote, c'est vraiment un très gros sujet en agriculture et d'autant plus en agriculture de conservation des sols où on travaille peu, voire pas le sol. Alors, pour répondre à toutes ces questions, on a eu la chance de pouvoir interviewer Vincent Vaccari de la ferme de Fromenteau en Bourgogne et il va répondre à toutes nos questions grâce à ses 14 ans d'essai. Donc, effectivement, moi, je suis technicien donc à l'Alliance BFC, qui regroupe trois coopératives, Dijon Céréales, Bourgogne du Sud et Terre Comtoise, avec deux casquettes au niveau de la COP. Je suis effectivement responsable de la ferme de Fromenteau, une ferme expérimentale de longue durée qu'on a mis en place à l'automne 2011. Et également, j'anime donc un groupe qui s'appelle le Club Agroéco, qu'on a créé en 2016 pour accompagner les agriculteurs qui étaient intéressés par le semis direct, l'agriculture de conservation des sols, les couverts végétaux, les plantes associées. Et pour faire simple, le Club Agroéco, aujourd'hui, c'est 57 exploitations, une centaine de membres répartis sur 9 départements. Et donc, ce qu'on vous propose avec Martin aujourd'hui, c'est de faire un bilan donc des essais qu'on a mis en place donc en 2011 sur la ferme de Fromenteau, où on va comparer dans différentes parcelles l'agriculture de conservation des sols par rapport à du travail du sol. Donc les deux photos, c'est des photos qui sont prises sur la ferme de Fromenteau, avec dans la même parcelle vraiment des conduites de culture très opposées, avec des couverts végétaux qui sont broyés, labourés, et inversement, la photo de droite, de mémoire, c'était à l'automne 2016, on sème les blés en direct dans le couvert végétal. Alors, le sommaire de cette fin d'après-midi, on va regarder un peu le contexte où se situe la ferme expérimentale de Fromenteau, un contexte quand même assez particulier. Et donc après, on fera la synthèse sur 13 ans, donc l'évolution du rendement des cultures de vente, on verra les charges opérationnelles, les coûts de chantier, la marge brute et la marge cheminette. Et on terminera par un petit point sur l'azote minéral, essayer de répondre si c'est un facteur limitant dans la pratique de l'ACS. La photo, là, c'est une des photos prises sur la ferme. Là, c'est une parcelle qui fait 5 hectares 50 et on voit le dispositif expérimental. En fait, on est sur des parcelles qui font 13 mètres de large, entre 60 et 100 mètres de long, répétés deux fois. Donc, il y a deux blocs pour faire deux répétitions. Alors, le contexte de la ferme, on est sur des plateaux, donc on est à côté de Dijon, à vol d'oiseau, on est à 20 km à vol d'oiseau de Dijon. Dijon, 200 mètres d'altitude. Fromenteau, on est sur un plateau argilo-calcaire qui est à 550 mètres d'altitude, qualifié de sol argilo-calcaire plus ou moins profond, avec un des facteurs limitants, c'est dans certaines parcelles, c'est la faible réserve utile en eau qui va nous limiter dans le choix des cultures. Par exemple, du maïs grain, on n'en fait pas. Voilà. On est sur un secteur bien arrosé, à Dijon, 600 mm, on est plutôt proche des 1000 mm. Ça, c'est une moyenne sur 10 ans, mais qui reste très mal répartie. Là, par exemple, ça fait 3 semaines, un mois qu'on n'a pas eu d'eau. On commence à voir dans certaines parcelles les veines de terre qui se dessinent par rapport aux zones plus caillouteuses. On a aussi un autre problème lié à l'altitude, c'est qu'on a souvent des gels de printemps et puis des gels qui restent aussi assez vicieux, notamment à dernière feuille. C'est au stade méiose, c'est le gel de méiose. Et puis on a aussi, et c'est une thématique qu'on travaille sur la ferme, c'est la gestion de la flore adventice. On est sur des problématiques vulpins et raies et souvent des raies et vulpins qui sont déjà résistants, même dans certaines parcelles qu'on a mis en place la ferme en 2011, on avait déjà des vulpins où l'Atlantis était déjà largement en difficulté. Et on a deux atouts sur la ferme. C'est que qui dit argilo-calcaire superficiel plus ou moins profond, on a une charge en cailloux qui permet d'avoir quand même une structure de sol qui est relativement bonne, qui permet d'avoir une bonne transition rapide en ACS. Et sur les 8 parcelles de la ferme, il y a des parcelles où
On parle souvent qu'il faut 5 ans pour avoir une transition de travail du sol en ACS. Il y a des parcelles d'une campagne sur l'autre, l'ACS a très très bien répondu. Il y a d'autres parcelles, ça a moins répondu. C'était pas un problème de structure, c'était plutôt un manque de fertilité des sols. Voilà. Et puis on a aussi un deuxième atout, c'est la faible pression maladie. Autant sur la plaine de Dijon, on va avoir si je prends l'exemple de la septo sur blé, des pertes de 20-30 quintaux de septo liées à la maladie septo. Sur les plateaux, comme on est plus haut en usabilité, je vais mettre un chiffre à 8 quintaux de septo. Par contre, on va plutôt avoir 20-30 quintaux de nuisibilité suite à des mauvaises gestions de graminées adventices. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas de limaces, y compris dans les systèmes en semi-direct. Et l'automne 2024 nous a rappelé à l'ordre. Et d'ailleurs, on a eu certaines parcelles de colza en semi-direct qui ont été loupées à cause de la pression limace qu'on n'a pas pu gérer. Voilà. Les thématiques sur la ferme, on a 5 grandes thématiques. Rotation des cultures, tout un levier fertilité des sols, gestion des adventices. On avait une partie, on avait 1,5 hectare sur les 25 hectares qui est en agriculture biologique qu'on a arrêté en 2024. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plutôt la partie travail du sol versus ACS et toute une partie aussi conduite de culture. Pour faire simple, les 25 hectares sont divisés en 76 systèmes de culture, dont 27 en ACS, avec pour les parcelles les plus anciennes, 2025, c'est la 14e campagne en ACS. Et puis les facteurs variables qu'on fait en ACS sont très variés. On peut avoir des systèmes en couvert permanent ou couvert annuel. On a aussi toute une partie où on essaie de regarder l'efficience des fumiers apportés en ACS, donc du coup sans incorporation dans le sol. On travaille aussi ce qu'on appelle le semi-nature, c'est semer les cultures de vente au centrifuge sans recouvrement. On a aussi des produits biostimulants qu'on travaille en ACS. On a des monocultures de blé, on a aussi des rotations basées uniquement à base de graminées, comme la rotation orge de printemps, seigle méta, puis blé. On a tout un volet aussi où on travaille l'intérêt d'apporter le PK ou en couverture ou dans la ligne de semis. Sur la ferme, on peut prendre des risques, même des fois sur 1 hectare, on récolte rien, mais on est là aussi pour tester des systèmes de culture innovants. On a pris la décision de faire de l'ACS sans glyphosate sur une parcelle. Et puis aujourd'hui, donc on verra, c'est ce qui est surligné en noir, c'est faire un peu le bilan d'ACS versus travail du sol et le pilotage de l'azote. Pour illustrer, ça c'est des photos sur la ferme de Fromenteau. Ça c'est des photos, on était sur de l'orge d'hiver en 2022, on avait fait des profils de sol. Vous voyez le pédologue dans le trou, on a pu creuser à 1,50 m. Et là, si on va dans une autre parcelle, on a des calotés 15 cm de terre et puis on est déjà sur les dalles calcaires. Pour ceux qui connaissent, on est avec Frédéric Thomas, donc en juin 2023 sur la ferme de Fromenteau. Donc on est sur des parcelles où on peut regarder le rendement du blé en 2024, il était à 82 quintaux, quand dans le même système de culture en 2020, on était qu'à 55 quintaux. Et l'explication, c'est la météo qui fait qu'on fait des rendements ou pas. Et quand je dis la météo, c'est aussi bien les précipitations, mais aussi des fortes températures. Et ça, c'est une photo qui nous fait du mal. 2012, c'était notre première année de récolte sur la ferme, sauf qu'en 2012, tout a gelé. Tout le plateau châtillonnais, la Haute-Marne et un peu le sud de Lyon, tout a gelé. Donc, tous les blés, les orges d'hiver étaient gelés. Donc, en 2012, on a quasiment perdu une année. Alors, c'était notre première année. Et donc, en 2012, il a fallu tout ressemer. Voilà. Donc là, c'était de l'orge d'hiver qui était gelé en mars 2012. Donc, gelé complètement. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans cette parcelle-là, on a ressemé de l'orge de printemps en direct avec des très, très bons rendements. Et en fait, ce qu'on voit dans ce diaporama, c'est que
On voit que, donc là, on est sur des comparaisons. On a 7 systèmes de culture en comparaison, 3 en ACS et 4 en travail du sol. Et on voit qu'il y a deux systèmes qui sont inférieurs autour des 75 quintaux, alors que les autres sont à plus de 80 quintaux. Et l'explication, pourquoi on a ces 11 quintaux d'écart? Eh ben, l'explication, c'est ça. C'est que l'orge de printemps, on l'a ressemée le 12 mars en direct sur tous les systèmes de culture. Et le 16 mars, on a pris la décision de faire 720 grammes de glyphosate pour détruire les quelques repousses d'orge qui, malgré le gel, est en train de repartir. Et donc, du coup, dans le système 1 et 7, on a laissé cohabiter l'orge de printemps avec l'orge d'hiver et ça a engendré 10 quintaux de perte. Et ça, c'est l'enseignement de 2012. Et on l'a vu aussi dans les parcelles des agriculteurs. C'est quand on a voulu venir sursemer, par exemple, des blés alternatifs dans des blés qui avaient été impactés par le gel. En rendement, on était moins bien que de repartir sur une culture, une nouvelle culture, sans faire cohabiter les deux cultures. Et dans la même parcelle en 2013, on a eu un nouveau, et c'est l'intérêt des dispositifs de longue durée, c'est qu'on a vu aussi l'arrière-effet, parce qu'en fait, là, on s'aperçoit qu'en 2013, dans cette parcelle-là, pour faire simple, dans les deux systèmes de culture qui faisaient le moins bon rendement d'orge de printemps, c'est là que le colza fait le plus de rendement. Et en fait, l'orge de printemps 2012, comme on l'a récolté très tardivement, début août, on n'a pas pu mettre de couvert végétal, qui était un des facteurs variables dans les systèmes 1, 3, 5 et 7. On a simplement fait un colza solo, surtout qu'à l'époque, on ne parlait pas forcément de colza associé. Donc, en fait, en 2013, on a simplement mesuré l'arrière-effet du rendement de 2012. Et en fait, on voit très bien que c'est les systèmes 1 et 7 où on avait fait 10 quintaux d'orge de printemps en moins qui permettent de faire un rendement en colza supérieur. Et l'explication, c'est souvent un terme que j'emploie, c'est la fatigue des sols ou la gestion des pailles, notamment en semi-direct. Mais en fait, vous avez vu qu'en orge de printemps, on fait 80 quintaux en 2012. On n'est pas sur des terrains qui permettent de faire des très bons rendements tous les ans. D'ailleurs, dans cette parcelle-là, on a pu faire de nouveau de l'orge de printemps, mais plutôt autour des 50-60 quintaux. Et on a sûrement dû fatiguer un peu nos sols. Voilà un peu le contexte général de la ferme. La rotation, donc là, vous avez la rotation depuis 2012 sur l'ensemble des parcelles. Alors, on est souvent sur des rotations colza, blé, orge, donc 100% culture d'hiver, avec néanmoins des systèmes un peu plus innovants où on essaye d'allonger la rotation en mettant de l'orge de printemps, un peu de... Alors, pois d'hiver, c'est intéressant, mais en 2016, avec l'arrivée de la bactériose, on a quasiment pu... on sait plus faire des pois d'hiver. Voilà. On pouvait faire des pois d'hiver à 45, 50 quintaux. De mémoire, le dernier pois d'hiver qu'on a récolté sur la ferme, il a fait 8 quintaux à cause de la bactériose. Et puis comme les pois sont tellement régressés par la maladie que la nature ayant horreur du vide, et ben dans les pois d'hiver, ce n'est que des mauvaises herbes. Voilà. Et puis on a introduit donc du seigle pour la méta. Et puis on a aussi un peu en lien avec la filière moutarde, donc des systèmes en moutarde brune d'hiver. Et puis on voit qu'il n'y a pas de maïs, il y a très peu de soja, hormis l'amar en 2024, et une bonne parcelle, et un peu de tournesol. Mais le tournesol, pour faire simple, la moyenne de la ferme, on doit être à 15 quintaux, ça va de 8 à 24 quintaux, quoi. Donc on est limité dans le choix des cultures. Alors, j'ai beaucoup de graphiques qui seront présentés de la même façon. Sur l'axe vertical, là, on va parler du rendement des cultures. Donc là, tout est confondu. Donc, c'est des rendements en quintaux par hectare. L'axe vertical, on a le rendement des systèmes en agriculture de conservation des sols. Et sur l'axe horizontal, on a le rendement des systèmes en travail du sol. Et tous les points qui sont là sur la droite, ça veut dire que le rendement est identique entre l'ACS et le travail du sol. Après, les points qui sont au-dessus, ça veut dire que le système en ACS fait plus de rendement et inversement, les points qui sont en dessous la droite,
c'est le travail du sol qui fait le meilleur rendement. Et en fait, on s'aperçoit que sur ces 109 situations, donc ça, c'est les rendements de 2012 à 2024, ACS 48 quintaux, travail du sol 48 quintaux, on est similaire. On a autant de points de part et d'autre de la droite. Donc, il y a un parfait équilibre. Après, ben, il faut expliquer pourquoi il y a des écarts en fonction des années. Si on fait le détail des cultures, là, vous avez le rendement du blé. Donc, le blé en ACS, en moyenne, sur 13 campagnes, on est à 61 quintaux. Et dans les mêmes parcelles, quand on est en travail du sol, alors ce que j'ai pas dit en travail du sol, ça peut être du labour à l'extrême, ou alors c'est souvent ce qu'on appelle du TCS, donc c'est du Terrano, c'est de l'allrounder, repris vibro, voilà. Et généralement les labours sont repris vibro ou dans les parcelles où la charge en cailloux est moindre, herse rotative. Donc là on voit qu'en blé, l'ACS fait plus 1,2 quintaux en ACS en blé. Et notamment, là, j'ai mis un résultat de 2024 où on a eu un très bel effet des couverts végétaux. En fait, ça, c'est une parcelle qu'on cultive depuis 2012. Et dans les systèmes 1, 2, 3, on est sur de l'ACS. Donc là, on est sur un blé chevignon récolte 2024. Et les systèmes 4 et 5, 6, 7, c'est du travail du sol. Et dans le système 4 et dans le système 6, on met jamais de couverts végétaux. Y compris, on est sur un secteur à directive nitrate. Donc, normalement, quand on met de l'orge de printemps dans la parcelle, on a l'obligation d'avoir un couvert végétal, mais on met pas de couvert végétal pour vraiment aller jusqu'à à l'extrême. Et là, on voit très bien que dans le blé 2024, l'arrière-effet des couverts végétaux, c'est entre plus 6 et plus 8 quintaux. Donc ça, on mesure l'arrière-effet des couverts végétaux. Et si on regarde le système 2, où il n'y a jamais de couverts végétaux en ACS, on fait 81 quintaux. Et les systèmes 1 et 3, on fait 82 quintaux, pour faire simple. Donc, on ne voit pas trop l'arrière-effet du couvert. Mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que dans le système 2, et c'est un peu frustrant, c'est quand on présente ces essais-là, c'est qu'il faut vraiment rentrer plus dans le détail. Parce qu'en 2023, puis ça demande un peu plus de temps d'explication, c'est qu'en 2023, dans cette parcelle-là, on a récolté de la moutarde d'hiver. Et après la récolte de la moutarde d'hiver, dans le système 1 et 3, on a semé un couvert végétal, alors que le système 2, on a laissé les repousses de moutarde, qui du coup ont fait un couvert végétal et qui ont même permis de faire une double récolte de moutarde. Et donc du coup, il y avait un couvert spontané après la récolte de la moutarde, avant le semis du blé. Et puis ça, c'est une chose qu'on a pu mesurer aussi en 2017 sur des gros couverts qu'on avait produits sur la ferme. Donc ça, c'est une photo le 11 octobre 2016 où on broie le couvert qui avait du fait de mémoire, on était à 5 tonnes de matière sèche et on a labouré, donc on a incorporé presque 35 tonnes de matière verte dans l'arrêt de charrue. Et là, en fait, on a mesuré vraiment un arrière-effet dépressif du couvert. Et on voit nettement que là, c'est les systèmes 5 et 7 où on avait ce couvert qui a été broyé et labouré, qui ont introduit une perte de 3 et 4 quintaux. Et en fait, l'explication, c'est quoi? C'est que quand le système racinaire du blé est venu pomper dans cette matière qui était en décomposition sans oxygène, ça a été dépressif sur le blé. Et on a eu une première alerte quand on a fait des comptages épis où on avait déjà des 80 épis au mètre carré qui étaient inférieurs dans les systèmes 5 et 7. Sur le colza, si on fait notre comparaison ACS, travail du sol, rendement des colzas en ACS, 25 quintaux. En travail du sol, on est à 24,5, on est quasiment pareil. En moyenne, on a plus 0,7. On voit qu'il y a des points qui sont presque en dessous de 5 quintaux. Ça, c'est l'année 2020 où on a eu un gros souci, pression l'arc de grosse altise et surtout la fameuse semaine du mois de mars qui était notre semaine de confinement au niveau national. Nous, on a eu un gros souci de gel sur le plateau et comme les colzas étaient agrémentés d'une quinzaine de larves de grosse altise, en fait, ils ont gelé.
Mais en moyenne, on voit que les parcelles en semi-direct, la photo, c'est une parcelle qui est prise, une photo qui est prise à Mélousie. On avait des beaux colzas. Donc en fait, nous le colza, alors nous le colza sur la ferme, on le sème avec un smoradin dans tous les 25 centimètres, qui permet aussi de sécuriser l'implantation des colzas en direct. Ça, c'est une photo qu'on a prise en 2019, des captures NDVI, où on s'est aperçu que, donc là, cette année-là, les systèmes 1 et 7, ils sont en colza, et on voyait que les systèmes 1, 3, 5 et 7, il y avait un peu plus de vert, aussi bien dans le bloc A que dans le bloc B. Et en fait, ça illustrait vraiment que, et là, cette année-là, les colzas étaient associés avec de la févrole. Donc là, en fait, ce qu'on mesurait en capture NDVI, c'était l'intérêt des colzas associés, mais surtout l'arrière-effet des couverts végétaux qu'on avait mis en place depuis l'automne 2011. Et quand on a été jusqu'à la récolte, notamment le colza 2019, l'arrière-effet des couverts végétaux plus de la plante compagne qui était la févrole, c'est une histoire de 3 quintaux, aussi bien en ACS qu'en travail du sol. Quand on a les petits bâtonnets avec des lettres, par exemple le 32 quintaux du système 3 en classe A, c'est les classes statistiques. En orge d'hiver et en escourgeon, là c'est un peu plus compliqué. On voit que l'ACS est en recul de 2 quintaux par rapport au travail du sol. Et c'est souvent l'explication, c'est souvent la problématique brome. On a du mal à maîtriser les bromes en semi-direct dans les orges d'hiver, parce que la Vadex, on ne peut pas l'incorporer. Donc c'est souvent compliqué. Alors on essaye de faire la Vadex sous la pluie pour incorporer le trialate, mais des fois il pleut pas, donc c'est loupé. Et puis en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a eu une année, on a eu un dispositif en 2015 qui a largement été impacté par les campagnols des champs, et la parcelle était en étincelle. Et ça, c'est une photo qui a été prise en juin 2015, où on voit nettement les systèmes 1, 2 et 3 qui sont largement euh, euh, handicapés par les campagnols. On s'était même amusé à faire un comptage campagnol, de trous de campagnol en octobre 2014, pour voir qu'effectivement, les systèmes en semi-direct étaient largement plus impactés que le travail du sol. On avait même démontré que le système 2, comme il n'y avait pas de couverts végétaux, il y avait moins de campagnols que dans les systèmes 1 et 3 où il y avait présence de couverts végétaux. Et là, c'est une photo à la récolte. Dans les trous de campagnols, et ben, la nature ayant horreur du vide, ce n'était qu'un chantier d'adventices, dont du brome stérile et du brome mou. Et forcément, ben, à la récolte, l'orge d'hiver, pour faire simple, le labour faisait en moyenne 60 quintaux. Et on voit bien qu'en ACS, on perdait ben, presque 10 quintaux en ACS, avec présence de couverts, et on perdait 17 quintaux entre l'ACS et le labour. Et ça, c'est des choses qui se sont passées aussi dans les parcelles agriculteurs, où cette campagne 2015, les campagnols ont fait du mal dans nos systèmes en ACS. En orge de printemps, la synthèse, pareil, c'est un peu plus que ça, c'est aussi compliqué. On perd en moyenne 3 quintaux en ACS par rapport au travail du sol. Et en fait, l'explication, elle est assez simple, parce qu'en fait, de 2012 à 2017, on a pu perdre entre 7 et 10 quintaux d'orge de printemps en ACS, parce qu'en fait, le pilotage de l'azote était identique entre l'ACS et le travail du sol. Et en 2018, on a changé notre stratégie de pilotage de l'azote. Et en fait, ce qu'on fait maintenant quand on fait de l'orge de printemps en ACS sur la ferme, c'est qu'on anticipe le premier rapport. Donc, ça veut dire que quand on commence à fertiliser les blés, les orges d'hiver, les colzas début février, on commence à fertiliser les parcelles qui vont partir en semis direct en orge de printemps, même si on ne connaît pas encore la date de semis. On peut semer dans 3 semaines, dans un mois, mais on apporte 50 unités sous forme azote liquide, qui permet d'avoir de l'azote qui s'est transformé pour être tout de suite disponible pour l'orge de printemps. Et on rajoute également, avec le semoir qui est en double caisse, du NP dans la ligne de semis. Et depuis 2018 qu'on a changé cette stratégie-là, le rendement des orges de printemps en ACS c'est les points qu'on voit au-dessus de
La droite, on redevient quasiment similaire au labour, voire on arrive même à déplafonner le rendement des orges de printemps, mais en jouant sur le fractionnement de l'azote différemment. Alors, au niveau des charges opérationnelles, là, le graphique, je pense qu'il est assez parlant. Il y a quasiment tous les points qui sont au-dessus de la droite au niveau de l'ACS. Et ben effectivement, si on fait la moyenne de nos charges opérationnelles, toutes cultures confondues, en ACS, on est à 639 euros contre 596 en travail du sol, donc un écart de 43 euros. Les 43 euros, c'est quoi? Eh ben, en fait, c'est souvent le coût du couvert végétal qui est inclus là-dedans. Ça peut être aussi euh, le passage du glyphosate plus ou moins de 4D, qui est supérieur en ACS. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en introduction, on a tenté de faire des systèmes en ACS sans glyphosate. Moi, j'ai pas la solution parce que après 4 ans de non-glyphosate en ACS, en 2024, on a exporté, non pas de l'orge de printemps, on a exporté 4 tonnes de matière sèche de bulletin. Donc, en fait, moi, faire de l'ACS sans glyphosate, je ne sais pas faire. Voilà. Donc, on voit que les charges opérationnelles, ils sont supérieurs de 43 euros. Donc après, on a calculé donc les coûts de chantier. Donc les coûts de chantier, eh ben, c'est à chaque fois qu'on fait une intervention dans nos parcelles, on a un coût en euros par hectare qui prend en compte le tracteur, l'outil qui est attelé au tracteur, le carburant et la main d'œuvre. Par exemple, quand on vient semer avec notre semoir céréales, ça nous coûte 27 euros de l'hectare. On fait un labour, ça nous coûte 49 euros. On fait de la sapaille, ça nous coûte 5 euros, ainsi de suite. Et là, en fait, quand on fait notre synthèse sur 13 ans, ben, on voit que c'est l'inverse des charges opérationnelles. Tous les points vont en direction le travail du sol. Et donc, en travail du sol, les coûts de chantier sont augmentés de 61 euros de l'hectare. Alors, si on calcule maintenant une marge brute, donc la marge brute sur l'ensemble des cultures donc dans la rotation, on voit que on peut faire des marges brutes négatives sur la ferme. Voilà. Ça, c'est des années où les rendements sont pas du tout au rendez-vous et puis que le prix des céréales, pareil, sont pas au rendez-vous. Mais là, si on fait la synthèse sur la ferme de Fromenteau, la marge brute en travail du sol, on est à plus 19 euros de l'hectare en travail du sol. Donc ça, c'est une marge brute voilà, qui reprend toutes les cultures. Vous avez le détail sur la droite. Et si on fait un peu le détail par culture, là, c'est la marge brute. Euh, je vois un truc qui est caché là. Ça doit être sur du blé. Voilà, c'est la marge brute en blé. Donc 445 euros en ACS, 469 en travail du sol. Donc on a 24 euros de plus en travail du sol. Ça, c'est la marge brute en colza. Là, on est meilleur en ACS, plus 17 euros. Ça, c'est la marge brute en orge d'hiver. Bah, effectivement, là, on voit que c'est un peu plus compliqué. Notre marge brute en ACS, elle est à 304 euros contre 395 en travail du sol. Et l'explication, je l'ai dit, hein, c'est souvent la gestion des bromes et puis surtout la campagne 2015 qui a largement impacté les orges d'hiver pour la partie campagnole. Ça, c'est les orges de printemps. Ben, effectivement, les orges de printemps, euh, vu l'écart de rendement qu'on a eu de 2012 à 2017, on avait des marges qui n'étaient pas du tout au rendez-vous en ACS. Et même si depuis 2018, les marges augmentent en ACS, mais sur cette synthèse de 13 ans, ben, effectivement, le travail du sol est supérieur. Et puis là, si on fait donc notre marge semi-nette, donc la marge semi-nette, c'est quoi? C'est la marge brute moins les coûts de chantier. Là, on s'aperçoit que bah, tous les points, ils sont un peu mieux répartis. Alors, on a des marges des marges semi-nettes qui peuvent être en dessous de 200 euros de l'hectare. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur la ferme de Fromenteau, la pratique de l'ACS permet un gain
en marge semi-nette de 42 euros de l'hectare. Et je dirais que c'est un résultat encourageant parce qu'en fait, sur cette ferme de Fromenteau, par manque d'expérience, j'ai pu faire aussi certaines erreurs. On verra ça dans la conclusion. Et ça, en fait, c'est dans le graphique, il reprend les quatre cultures principales de la rotation, le blé, le colza, l'orge d'hiver et l'orge de printemps. Vous avez le détail. Par exemple, le blé, effectivement, en marge cheminette, on fait plus 33 euros en blé par rapport au travail du sol, plus 54 euros de marge cheminette en colza. Et on a effectivement l'orge d'hiver, moins 19 euros, et l'orge de printemps, qui s'équilibre à moins 5 euros. Sachant que nous, l'orge de printemps sur la ferme, que ce soit en travail du sol ou en semi-direct, c'est la culture qui dégage la meilleure marge semi-nette. Donc, pour moi, c'est un résultat qui reste encourageant, comme je l'ai dit, parce que en 2011, par manque de pratique de l'ACS, j'ai pu faire certaines erreurs, comme par exemple, on sait bien que nos parcelles en ACS, ça peut manquer de minéralisation même à l'automne. Donc, on aime bien mettre un peu de NP quand on sème les cultures à l'automne, et c'est surtout vrai au printemps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les premières années, il y avait pas forcément de NP. Il y avait souvent du phosphore en localisé, mais pas de NP. Donc, a pu aussi mettre en difficulté les premières années de semi-direct. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que on a eu vraiment des échecs d'orge de printemps en semi-direct. Le fait d'avoir euh, fractionné, piloté l'azote comme en travail du sol, ce qu'on avait l'habitude de faire historiquement. Donc ça nous a posé problème. On a aussi vu nettement aussi l'intérêt de gérer au mieux la paille, qui reste quand même consommatrice d'azote, notamment en ACS. On a pu aussi faire quelques erreurs sur le choix des couverts qui n'étaient pas forcément adaptés pour la culture suivante. Donc, on essaie de s'améliorer. On n'avait pas forcément de couverts qui étaient bien enrichis en légumineuses et puis des crucifères entre les pailles. On a pu aussi, c'est le point numéro 6, avoir des destructions un peu trop tardives des couverts avec des susurènes qui étaient trop importants, qui ont aussi permis d'avoir des fins d'azote. Une thématique qu'on travaille, c'est les apports de fumier ou de digestat sur la ferme. Et on a très bien vu, mais c'est aussi vrai en travail du sol, que mettre du fumier avant une orge de printemps, généralement, c'est moins 10 quintaux. Et c'est la même punition en agriculture de conservation des sols. On a pu faire aussi des fois des semis d'orge de printemps trop précoces avec un sol qui n'était pas assez réchauffé. Et c'est un peu le cas cette année, en 2025. On a déclenché des semis au 20 février. Je pense on a peut-être semé un peu trop tôt. La mauvaise gestion des bromes stériles en orge, j'en ai déjà parlé. Et puis forcément, plateau argilo-calcaire, pas mal de forêts dans le secteur, dégâts de sangliers. Et puis les sangliers, ils n'ont pas le plan de l'essai, ils vont uniquement dans les parcelles en semi-direct, qui a pu nous poser aussi certaines pertes de rendement. Et puis la campagne 2024-2025 qui est en cours, pas mal de dégâts de limaces. On a certains systèmes de culture en colza qui ont été abandonnés, qui ont été ressemés en orge de printemps. Et puis, il y a certaines parcelles de blé ou d'orge où la pression limace était tellement importante qu'on a dû faire les apports d'anti-limaces au-delà de la dose homologuée, on va dire. Voilà. Et puis, en fait, il y a aussi un point on le verra dans la partie pilotage de l'azote. Il y a quand même un point qui est, euh, qui est pas en notre faveur, c'est la réglementation de la directive nitrate, qui est une directive nitrate qui a été mis en place sur du travail du sol et qui n'est pas adapté du tout à la pratique de l'ACS. Alors, les pistes de réflexion pour les prochaines années, ça serait de réduire, on a vu que les charges opérationnelles étaient un peu supérieures en ACS, donc c'était de regarder comment on peut réduire ces charges opérationnelles, peut-être avoir des coûts de semences. Le coût de semences découvert sur la ferme, en moyenne, on a 40 euros de l'hectare, juste la partie semences. Donc, il faut rajouter les 27 euros qu'est le passage du semoir. Donc, peut-être aller chercher plus de semences de ferme. On essaie de travailler sur ce point-là. Peut-être réduire le nombre d'espèces dans les couverts biomax. On avait tendance à dire que les vrais couverts biomax, il faut les mélanger 8-10 espèces.
Quand on commence à mettre 3-4 espèces bien représentées, bien choisies, ça fait quand même pas mal ça fait le job, quoi. Donc, c'est peut-être pas la peine d'aller sur des mélanges multi-espèces à plus de 8 espèces. Une réflexion aussi, on a toujours tendance à avoir des biomasses aériennes exubérantes, mais est-ce qu'il faudrait pas aussi aller chercher un peu plus de biomasse racinaire pour augmenter le carbone du sol par les racines? Ça, c'est une piste de réflexion. Réduire les doses de glyphosate, je ne sais pas faire. Et puis réduire la fertilité minérale sans compensation avec des apports de fumier ou de digestat, pareil, ça va être compliqué. Et puis diminuer la partie NPK dans la ligne de semis, pourquoi pas. Une réflexion qu'on a également sur la ferme. Et puis aussi, on travaille la nouvelle rotation, la rotation 2+2, hein, c'est l'alternance de cultures d'automne puis de cultures de printemps. Alors, faire évoluer la directive nitrate, on espère que tout le travail qu'on fait sur la ferme, notamment en termes de suivi des reliquats d'azote, suivi des reliquats post-récolte, permettra de faire évoluer cette directive nitrate en faveur de l'ACS. On s'est rendu compte aussi qu'effectivement, on a pu augmenter l'AMO de surface dans l'horizon 0,10 par le non-travail du sol. Mais on s'aperçoit aussi que ça peut nous poser certains problèmes en termes de, de consommation de l'azote minéral pour faire augmenter cet émo de surface. C'est pour ça on a engagé, notamment au niveau du club agroéco, des essais internes pour piloter l'azote dans les parcelles conduites en ACS. On va travailler aussi sur la destruction des couverts végétaux et la valorisation du carbone stocké. Voilà. Et là, c'est un exemple que je voulais vous montrer dans une parcelle où en 2025, c'est notre 14e campagne d'expérimentation. Là, vous avez le détail depuis 2011. En moyenne, dans cette parcelle-là, on a réussi à faire 2,3 tonnes de matière sèche de couvert végétal ou de plants de compagne quand on était avec un colza, par exemple, comme le colza 2019. Et en fait, on a pu, avec nos analyses de sol de départ, regarder le stockage ou non du carbone dans nos sols. Alors, c'est des sols argileux, on a 40% d'argile, donc ça veut dire qu'on peut stocker du carbone. On aurait des sols sableux, ça ne serait pas les mêmes résultats. Et en fait, sur notre ferme de Fromenteau, on a pu mesurer en 10 ans l'effet des couverts en travail du sol. En fait, si on regarde le stockage additionnel, on a 113 kilos par hectare et par an. Dans les mêmes parcelles, en ACS, on voit l'intérêt de l'ACS, on est à 678. Et si on fait une comparaison, je fais de l'ACS par rapport au travail du sol, là on arrive à un stockage additionnel de 905. Donc on est sur des choses encourageantes. J'ai calculé l'équivalent tonnes de CO2 pour illustrer. Mais on voit l'intérêt de l'ACS pour stocker du carbone par rapport au travail du sol. L'ACS, ça nous permet aussi d'avoir des opportunités. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Là, c'est une photo qui a été prise dans le système 2. En fait, on voit à gauche et à droite un couvert végétal qui avait été semé après la récolte de la moutarde. Et dans le système 2, donc, on a laissé les repousses de moutarde et on a réussi à faire une double récolte le 10 octobre. Donc, on avait fait la première récolte le 7 juillet. On avait fait 9 quintaux de moutarde brune d'hiver. Et le 10 octobre, on a récolté de nouveau 2,4 quintaux. Alors, la moutarde d'hiver en 2023, elle était valorisée à 2 000 € la tonne. Donc, ça vaut le coup de sortir la moissonneuse. Donc, au total, on a fait 11,5 quintaux de moutarde. Et le 16 octobre, on se met les blés en direct dans le système 2. Voilà. Martin, le timing, il est bon? Je n'ai pas regardé. Hop là, le temps que je retrouve le micro, oui, on est très très bien sur le timing. Ça fait 48 minutes que tu parles. Mais j'ai envie de te dire, c'est tellement intéressant que n'hésite pas à détailler. Ok. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on a ce niveau-là sur la chaîne YouTube, donc on en profite. Si tu as le temps, bien sûr. Oui, non, mais il y a le temps et on pourra en revenir Non, non. dans la partie discussion. Ah ouais, non, mais Hein. là, on est.
C'est très très bien. Ça change rien. OK. Alors, il y a un point qu'on voulait aborder, c'est la partie azote en ACS. C'est des questions que j'ai souvent, notamment chez les membres du club agroéco. C'est qu'en fait, on fait des beaux couverts végétaux. Par exemple, la photo, elle est prise chez Gérald de Queneau, qui est un membre du club au nord de Besançon. Il vient semer des blés dans un joli couvert de févrole. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est dans cette févrole, on sait qu'elle a mobilisé de l'azote, du phosphore, de la potasse, du soufre. Mais en fait, la question qu'on se pose, c'est quoi le retour au sol de cette biomasse et qu'est-ce qui va profiter au blé, en l'occurrence, sur la photo. Et puis, la deuxième question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'après 5-6 ans d'ACS, on est vraiment sur le fameux volant d'auto-fertilité des sols. Voilà. Alors, avant d'introduire nos résultats, je voulais illustrer mes propos par des chiffres concrets. Ça, c'est des photos qui sont prises sur la ferme de Fromenteau. Là, on est en train de semer des blés en direct dans un beau couvert. Le couvert qui avait été semé le 19 juillet, on était sur un mélange de févrole, tournesol, facili, veste commune, entre une orge de printemps et puis un blé. Et le couvert, il a produit 4 tonnes de matière sèche. Donc là, on est content parce qu'en fait, alors il y a la fameuse méthode Merci qui permet d'estimer la quantité d'azote, de phosphore, de potasse dans la biomasse aérienne. Là, les chiffres que je vous donne, c'est l'analyse en laboratoire. Et donc là, on voit que sur ce couvert qui a produit 4 tonnes de matière sèche, on avait potentiellement 100 d'azote à l'hectare, 14 de phosphore et 123 de potasse. Le jour qu'on vient semer nos blés, en septembre 2017. Dans cette parcelle-là, donc on a fait. Alors pourquoi on a fait déjà ces 4 tonnes de matière sèche? Parce qu'en fait, ça c'est des choses qu'on mesure régulièrement sur la ferme, c'est qu'on fait les reliquats post-récolte. Ça veut dire qu'après la récolte, on refait des prélèvements de sol pour regarder l'azote qui reste à disposition pour le couvert végétal ou non. Et là, en fait, après l'orge de printemps, on avait 68 de reliquats d'azote. Moi, j'estime que pour faire un couvert à 3 tonnes de matière sèche en 100 jours de végétation, il lui faut au moins 60 unités d'azote. Alors, c'est courant qu'on n'a plus que 20 unités en reliquat post-récolte au mois de juillet. Donc, ça veut dire, des fois, on dit que les couverts ne poussent pas, il pleut, mais ça pousse pas parce que il y a pas assez d'azote au final. Et dans cette parcelle-là, on vient faire des reliquats sortis d'hiver au 26 janvier 2018. Rappelez-vous, on était sur un potentiel d'azote de 100 unités au 29 septembre et au 26 janvier 2018, reliquat horizon 0,30 cm, il y en a plus de 13. Et en travail du sol, on était à 10 de reliquat. Alors la question qu'on se pose, c'est où sont passés les 100 d'azote. Alors on sait qu'un blé à l'automne, il va consommer 20 unités d'azote pour faire son talage. Donc on fait 100 moins 20, on est à 80. On retire les 13 unités, donc on arrondit à 70. Donc ça veut dire qu'il y a 70 unités d'azote qui ont disparu. Alors pour moi, ils n'ont pas disparu, parce qu'en fait, on est en semi-direct, donc il n'y a pas forcément de lessivage. Pour moi, les 70 unités, ils ont servi à nourrir notre sol, à dégrader le couvert végétal, nourrir notre biomasse microbienne, et aussi, il y a une quantité de cet azote qui a été pour fabriquer la matière organique de surface. Mais dit autrement, il y a très peu d'azote qui va nous servir pour le blé récolte 2018. Voilà. Alors ça, c'est des chiffres qu'on va présenter à la directive nitrate. Ça, c'est une synthèse de l'ensemble de nos reliquats sortis d'hiver sur la ferme de Fromenteau de 2013 à 2024. Où sur l'axe vertical, on a les reliquats qu'on mesure au mois de février dans les parcelles en travail du sol ou en labour. Et sur l'axe horizontal, on a les reliquats qu'on mesure en ACS. Et qui dit ACS dit couvert végétal. Alors un couvert végétal qui va produire en fonction des années entre 0,5 et 5 tonnes de matière sèche. Et en fait, quand on compile toutes ces données-là, ça représente 576 reliquats de 2013 à 2024. Et donc, on fait la moyenne de tout ça. Les reliquats en travail du sol, 22 unités.
reliquat en ACS, 25 unités. C'est une histoire de 3 unités d'écart, donc il y a quasiment pas de différence. Et quand on fait la synthèse sur les reliquats post-récolte, donc ça, c'est des reliquats qu'on mesure généralement après moisson, donc entre le 15 juillet et le 15 août, en fonction des chantiers de récolte. Et ben là, on s'aperçoit que la différence entre travail du sol et ACS, elle est de 6 unités. Alors, on voit qu'il y a effectivement, il y a plus de points qui est à droite, en dessous de la droite, en direction de l'ACS. Effectivement, on a plus de points où il y a des reliquats supérieurs en ACS, mais en moyenne, sur la ferme de Fromenteau, on n'a que 6 unités. Donc, on aurait pu s'attendre à voir effectivement au mois de février un couvert qui n'a pas encore été minéralisé, parce qu'on est sur un secteur qui est froid. Mais là, on est sur une fin de campagne. On voit que le couvert végétal, on ne le retrouve pas forcément dans les reliquats post-récolte. Et en fait, je me rappelle avec des discussions qu'on a pu avoir avec Frédéric Thomas, on a voulu aller un peu plus loin dans le suivi des reliquats d'azote. Donc, on a vu des reliquats qu'on mesure au mois de janvier, on a vu des reliquats qu'on mesure post-moisson. Et en fait, on a regardé aussi les reliquats qu'on avait à disposition avant de semer. Par exemple, le cas concret que je vais vous présenter, avant de semer un blé en direct, donc à l'automne 2023. Donc, en fait, dans cette parcelle-là, on a récolté donc de la moutarde d'hiver, soit en ACS, soit en travail du sol. Et après la récolte de la moutarde, par exemple, le système 3, il a fait 9 quintaux, alors que le système 4 en travail du sol, on n'était qu'à 7 quintaux. C'est des moutardes qui avaient été de mémoire fertilisées à 120 unités d'azote minéral. On récolte les moutardes et le 17 juillet 2023, on fait un reliquat d'azote qui montre que dans le système 3, on a 112 unités de reliquat. Alors, c'est énorme, hein. Et dans le travail du sol, on a 87. Dans le système 3, on sème un couvert biomax qui produit en 66 jours 2,3 tonnes de matière sèche. Alors en 2023, le facteur limitant, c'était pas l'azote, on avait 112 de reliquat, c'était plutôt les faibles précipitations et surtout les fortes températures. Et donc, on a regardé le 3 octobre, on a fait des reliquats d'azote, sachant que le blé, on a dû le semer de mémoire le 16 octobre. Donc, on voit que le reliquat en travail du sol, on passe de 87 à 122. Ben, en fait, c'est le travail du sol qui a engendré la minéralisation de cet azote. Et dans la partie ACS, on passe de 112 à 13 unités. Et ben, la différence, les 100 unités, c'est une grande partie du couvert qui a pompé cet azote, mais également notre activité microbienne, nos pailles de moutarde qui ont dû aussi consommer de l'azote. Mais du coup, on est à 13 jours du semis du blé. Et ben, en travail du sol, le blé, il a 122 d'azote à disposition et on n'a que 13 unités en ACS. Et ben, on regarde les reliquats au 2 février 2024. Et ben, on voit un peu la même tendance que la synthèse pluriannuelle. Dans le système 4, on passe de 122 à 11. Si on fait un peu l'exercice, 122, on considère que le blé en a bouffé 20, donc on est à 100. 100 moins 11, 90. Là, il y a 90 unités. Ceux-là, je pense qu'ils ont été lessivés. Alors que dans la partie ACS, le reliquat, au 2 février, on a 19 unités, quelque chose de logique. Et si on regarde le rendement du blé 2024, dans cette parcelle-là, l'ACS, il fait 82 quintaux, quand le travail du sol est à 72. Donc là, on voit vraiment l'intérêt d'avoir notre couvert végétal qui est là, on peut dire que c'est un vulgaire scipan, qui est janitrate. En ACS, il est là aussi là pour remplacer le travail du sol. Et pour moi, le principal rôle du couvert végétal en ACS, c'est conserver la structure présente les jours du semis. Voilà. Donc là, on voit un réel intérêt du couvert végétal sur cette production de blé 2024. Et en fait, on a aussi regardé dans les parcelles des membres du club. Donc là, on est à Luzan, on est au nord de Besançon chez Loïc et Benjamin, où en 2022, on avait semé, après une récolte du blé, différents couverts végétaux. Et on s'est amusé à faire des reliquats d'azote. Donc ça, c'est des parcelles qui sont en semis direct depuis plus de 10 ans.
Et la parcelle partait en maïs grain en semi-direct, donc récolte 2023. Et en fait, on s'est amusé à faire des reliquats au 2 février, sachant que le couvert, il avait été détruit sur le gel au mois de décembre avec un rouleau Cambridge. Et au 2 février, donc, on fait des reliquats dans différents couverts. Hein. Le couvert 1, c'était de la févrole pure. Le couvert 5, c'est plutôt un couvert biomax multi-espèces. Le couvert 6, 100% légumineuse. Le couvert 7, il n'y avait que du crucifère. Et le couvert 8, on retrouvait le couvert biomax qu'on avait fertilisé avec azote, phosphore, soufre dans la ligne de semis. Mais en fait, ce qu'il faut regarder ici, c'est que ce soit les couverts légumineuses ou crucifères, entre le 2 février et le 7 avril, en moyenne, il y a 24 unités qui ont disparu, alors qu'on aurait pu éventuellement s'attendre à avoir une augmentation du niveau de reliquat avec l'augmentation de la température du sol et puis des pluies. Mais en fait, c'est l'effet inverse qu'on voit, et ça, c'est un résultat qu'on a régulièrement dans nos parcelles en semi-direct. Et pourquoi on perd 24 unités? L'explication est simple, hein, c'est que on a eu une consommation de cet azote pour détruire, consommer notre couvert végétal, augmenter la hémo de surface et, et, euh, et aussi alimenter donc toute notre biomasse microbienne, nos bactéries, champignons, protozoaires. Et ça, on a refait des analyses en 2024, on avait la même tendance, et les analyses de 2025, ils sont en cours d'analyse au laboratoire. Et ça, c'est des photos qui datent de, il y a 2 jours, je crois. En fait, là, on revient sur la ferme de Fromenteau. On est sur du colza. Ça, c'est des parcelles qu'on cultive depuis 14 ans. Et en fait, dans cette parcelle-là, on, on a pris la décision cette année de faire l'impasse azote minéral. Alors, on a des systèmes en travail du sol, on a aussi un système en ACS. Et là, c'est la photo, des photos qui ont été prises il y a 2 jours. Et là, ce qu'on voit, là, vous avez le système 3 qui est en ACS, où il n'y a jamais de fumier et on pilote tout le temps au minéral. Et à côté, il y a le système 4 qui est en travail du sol et qui est aussi piloté en minéral. Et là, cette année, donc, il y a 0 azote minéral sur le colza. Et on voit bien que le colza en semi-direct, il patine quand même plus que le colza en travail du sol. C'est un peu ce que j'expliquais, hein, c'est qu'aujourd'hui, le pilotage de l'azote en ACS, c'est quand même compliqué. Le fameux volant d'autofertilité des sols, il n'est pas facile à trouver. Et là, vous avez nettement un visuel sous les yeux qui démontre les propos. Et là, la photo avant, c'était le système 6, travail du sol avec fumier, 0 azote minéral cette année. Et le système 1, c'est un peu notre système de référence où il y a jamais de fumier et c'est tout le temps piloté au minéral avec un pass azote minéral pour la campagne en cours. Donc là, on attend avec impatience la récolte et on s'est amusé, pareil, à regarder les reliquats post-récolte, les reliquats sortis d'hiver au 30 janvier et les reliquats qu'on a remesurés le 31 mars 2025. C'est les bâtonnets en verre. On voit que dans le système 3 en ACS, au 31 mars, on a 32 reliquats sur l'horizon 0,30. En travail du sol, on a 25. Et on voit qu'en système 5, en travail du sol avec fumier, on a encore 62 reliquats qui expliquent que notre colza, il a une biomasse intéressante. On voit l'intérêt des apports de fumier avant colza. Et on voyait qu'en reliquat sortie d'hiver, au 30 janvier, le fumier s'est pas encore exprimé. Il fait encore pas assez froid pour que le fumier soit minéralisé, alors qu'au mois de mars, on voit bien l'effet du fumier. Et là, ce qui va être fait dans la parcelle, certainement début mai, on va refaire des reliquats d'azote entre le système 3, 4 et 5, qui seront également comparés aux reliquats traditionnels de post-récolte en juillet 2025. Voilà, donc en fait, ce qu'on a voulu démontrer, c'est que sur la ferme de Fromenteau, on a pris la décision en 2017 d'avoir dans la même parcelle 2 systèmes en ACS, le système 1 et le système 12, sur une rotation colza blé orge.
En 2017, on a fait ce qu'on a appelé une année blanche. On a piloté l'azote sur l'orge de printemps à hauteur de 144 unités. Et c'est à partir de la 2018 qu'on a fait varier la dose d'azote. Et en moyenne, la seule différence entre le système 1 et le système 12, c'est en moyenne une réduction de l'azote minéral de 29 unités. La rotation est identique, les couverts végétaux sont identiques, les dates de semis sont identiques. Il n'y a vraiment que cet apport d'azote qui est supérieur dans le système 1. Et les 30 unités, ils sont soit mis sur la culture de vente, ou alors ils ont pu être mis sur le couvert végétaux. Quand notre reliquat post-récolte était inférieur à 20 unités, on a pu mettre une partie de ces 30 unités sur le couvert végétal pour booster la biomasse. Donc, par exemple, si on prend la campagne 2024, on était sur un blé. Le système 1, on a mis 208 d'azote contre 180 dans le système 12. Donc là, on avait un écart de 31 unités d'azote. Nous, le pilotage de l'azote sur la ferme, c'est essentiellement sous forme azote liquide, N39, et après, on fait des couvertures kysérite, soufre magnésie en solide. Alors, les rendements, ils sont quasiment à chaque fois positifs en faveur du système 1. On a des gains de rendement. Alors, si on prend la récolte 2017 en orge de printemps, qui était notre année de transition, ben, on voit que le point il est sur la droite, donc les rendements étaient similaires. On faisait entre 40 et 39 quintaux. Statistiquement, c'était pareil. Et en 2018, en blé, le fait d'avoir mis un peu plus d'azote sur le blé, c'était plus 13 quintaux. En 2019, les plus 5 quintaux. En 2020, on retrouve notre colza qui était largement impacté par les grosses altises et les campagnols, les grosses altises et puis le gel du mois de mars. On a plus 1,7 quintaux. 2021, on est sur un blé plus 8 quintaux. 2022, de l'orge d'hiver, plus 12 quintaux. 2023, on retrouve un colza. Là, on voit bien qu'on est sur la même parcelle. Hein. En 2020, on fait un colza à 9 quintaux dans le système 1. En 2023, dans la même parcelle, 32 quintaux. On voit vraiment les effets annés sont très marqués sur le secteur. Et en 2024, pareil, le système 1, on avait mis nos 200 d'azote, 82 quintaux. Le système 12, 72 quintaux. Donc, on voit que ça répond et que la directive nitrate, en fait, la dose qu'on a calculée ici, là, les 180 dans le système 12, par exemple, ça, c'est le calcul d'une dose méthode des bilans directive nitrate. Donc, on voit que si on respecte la directive nitrate, on perd en potentiel. Et on aurait pu éventuellement s'attendre à voir une augmentation du rendement et une dilution des protéines, mais non, parce qu'on voit que même en augmentant les rendements, on a des niveaux de protéines qui sont supérieurs et on voit que quasiment tous les ans, on a les classes statistiques, on a dans le système 1 du rendement en plus et des protéines en plus. Donc, on n'a pas une dilution de protéines. Et si on essaie de calculer avec un calcul d'azote exporté dans le grain sur l'ensemble des cultures, donc vous avez le détail des formules. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est ici, c'est qu'en fait, entre le système 1, en moyenne, on a exporté donc 108 kilos d'azote par hectare dans les grains, contre 87 dans le système 12. Donc, on a à peu près une différence de 21 unités. Ben, ça colle pas mal notre histoire parce qu'on a apporté en moyenne 29 unités d'azote et on a exporté 21 unités d'azote exportées dans les grains. Donc, on a eu une bonne valorisation de notre azote qu'on a apporté dans le système 1. Et puis, si on fait dans ces systèmes-là le suivi des reliquats d'azote sortis d'hiver et les reliquats post-récolte, ben, on voit qu'en tendance, on est un peu sur le même schéma que la synthèse que je vous ai présentée tout à l'heure entre le travail du sol et l'ACS. Là, on est sur des deux systèmes en ACS. Le système A, il y a tout le temps en moyenne 30 d'azote en plus. Ben, on voit que le système 1 en reliquat sorti d'hiver, mais il y a même moins de reliquats en sortie d'hiver, 32 contre 36. Et les reliquats post-récolte, donc mesurés au mois de juillet, c'est une histoire de 3 unités d'écart. Donc, il
il n'y a pas de différence significative, donc on a une bonne valorisation de cet azote. Et puis si on va jusqu'à la marge brute, en moyenne, sur 7 campagnes, le système 1 où on a majoré la dose d'azote de 29 unités, c'est une histoire de 120 € de l'hectare. Et cette année, la parcelle, elle est en orge de printemps. Pareil, l'orge de printemps, l'azote est soldé aujourd'hui. Et on a mis 30 unités d'azote en plus sur l'orge de printemps dans le système 1 comparé au système 12. Donc, en termes de conclusion, effectivement, l'azote, si elle est limitante en ACS, on voit que les rendements des cultures de bande chutent. Mais il n'y a pas que ça aussi. On s'est aperçu aussi que les couverts végétaux, c'est pas la même biomasse. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des années, dans notre système 12, on a de plus en plus de mauvaises herbes. Donc, ça nous pose souci aussi dans la gestion des mauvaises herbes. Et pour moi, la directive nitrate n'est pas adaptée à la CS. On l'a vu, notamment sur le fractionnement de l'azote, notamment sur les orges de printemps. La directive nitrate qui a été calée sur du travail du sol. Donc, effectivement, quand on met un couvert végétal incorporé dans le sol, on le met directement au contact des micro-organismes. Donc, effectivement, ça peut éventuellement relarguer du NPK. Mais nous, en semi-direct, le couvert végétal, il est laissé en surface. Donc, à part avoir 3-4 tonnes de vers de terre à l'hectare qui vont permettre d'apporter cette matière en profondeur, ça marche pas comme ça en réalité. Et puis, la gestion des résidus de récolte, effectivement, la directive nitrate nous permet de majorer de 20 unités l'azote minéral si on laisse la paille. En semi-direct, c'est pas 20 unités qu'il faut majorer, c'est au moins 40, voire 50 unités. Voilà. Et puis, pour finir, une question qu'on se pose régulièrement, c'est qu'effectivement, en ACS, on travaille plus notre sol. On a augmenté de façon significative notre matière organique de surface. On l'a vu nettement dans nos analyses sur la ferme. Est-ce que c'est bénéfique ou défavorable? Et je pense qu'à un moment donné, l'augmentation de cet MO de surface dans nos systèmes en ACS, c'est plutôt défavorable que bénéfique. Mais ça, on pourrait revenir dans les questions. Voilà, Martin, j'ai fini ma présentation. Eh ben, je te remercie pour cette présentation, Vincent. Et ça tombe bien parce que j'ai des questions à te poser. Et pendant que je pose mes questions à Vincent, n'hésitez pas à en poser dans le chat pour compléter les questions que je vais poser. Vincent, si tu veux boire un verre d'eau, n'hésite pas. Hein, J'étais fermé la fenêtre parce que là. de te déplier. Okay. Et oui, donc justement, cette matière organique en surface, ça me permet de rebondir là-dessus. On augmente la matière organique en surface, on fait un horizon noir. Actuellement, les vulpins et les raies on les désherbe surtout avec des racinaires. Comment tu vois l'adaptation des programmes de désherbage sur maïs ou sur céréales d'automne vis-à-vis des mulch, vis-à-vis des mulch en surface et aussi vis-à-vis de cette augmentation du taux de matière organique qui séquestre les matières actives. Donc ça fait moins de phyto sur le blé, tant mieux, mais ça fait aussi moins de phyto sur le bulpin, donc ça c'est pas terrible, quoi. Ouais. Effectivement, ça peut être un problème des racinaires d'avoir une partie des matières actives qui sont mobilisées, stockées dans cette matière organique, dans ce mulch de surface. Mais il y a quand même un gros intérêt des racinaires en ACS dans la mesure où ce qu'on s'aperçoit, c'est que le fait de ne pas travailler notre sol, on a des levées d'adventices qui sont quand même des levées assez homogènes, assez groupées. Et on sait très bien que des produits racinaires, notamment les produits qu'on utilise en céréales, les ex-flufénacètes, les pindis, les chlortos, les prosulfocarbes, ils sont souvent mis en difficulté quand on a des levées échelonnées. Et en fait, nous, on le voit très bien sur la ferme, c'est que dans la même parcelle où, au départ, on a parti sur des stocks semenciers qui étaient identiques, aujourd'hui, dans nos parcelles en semi-direct, on a quand même un effet bénéfique, on a quand même moins de graminées, hormis la partie brome en orge d'hiver où c'est toujours un problème,
Mais en grande tendance, on a quand même moins de vulpins, moins de raies dans des parcelles en semi-direct versus travail du sol. Voilà. Et je dirais effectivement sur la partie mulch de surface qui peut mettre à défaut les matières actives racinaires, on essaie de les faire avant une pluie ou pendant la pluie. On essaie de s'adapter, quoi. Mais j'ai jamais trouvé vraiment d'échec de traitement d'un programme herbicide d'automne sur un blé qu'on a pu expliquer parce qu'on avait trop de mulch de surface, quoi. Mm. On t'entend pas, Martin. Effectivement, j'ai oublié d'allumer mon micro, de rallumer mon micro. Question suivante. Euh, je sais pas si tu peux en parler ici, mais donc tu disais que sur l'orge de printemps, notamment la législation était inadaptée et que c'était gamelle à chaque fois en SD comparé en TCS. Euh, je crois qu'en micro-parcelle d'expérimentation, vous avez envisagé une variation du fractionnement de l'azote, donc pas en contexte agriculteur, mais en contexte XP, et qui vous avait permis justement de remonter le rendement, si je ne m'abuse, quoi. Oui, Bon, je parce parle bien en qu'on contexte expérimental. oui, en fait, ce qu'on a voulu tester sur la ferme, c'est que on voyait bien qu'on avait un problème de l'azote dans nos orges de printemps en semi-direct. Parce que globalement, historiquement, sous le secteur, les orges de printemps, on met un tiers au semis et puis le solde à trois feuilles, pour faire simple. Et donc, en fait, on a gardé cette stratégie, y compris en semi-direct, qui s'était traduit de 2012 à 2017 à des pertes de rendement entre 7 et 10 quintaux. Et en 2018, on a gardé la même dose d'azote, que ce soit en travail du sol ou en ACS. Par contre, on a joué effectivement sur le fractionnement. Et en fait, là, on déclenche le premier rapport début février en ACS sur le couvert qui est plus ou moins moribond. Euh, je ferai pas cet apport d'azote sur un labour. Là, Mhm. on le fait parce qu'on est sur des semi-directs depuis plus de 10 ans, un couvert végétal qui est encore présent. Mais depuis qu'on a cette stratégie-là, euh, on fait des rendements similaires au labour, voire supérieurs au labour. Et toujours pour parler de cette cinétique d'azote, ces apports que tu précocifies, tu le prends sur l'apport au semis ou l'apport à trois feuilles, trois feuilles? À trois feuilles. Ok. Donc, en fait, nous, aujourd'hui, nos orges de printemps en semi-direct, c'est encore le cas cette année. Il y a, alors, je sais plus de mémoire, mon collègue Nicolas, il a dû sortir le pulvé au 6 février. 6 février, il y a eu 50 unités d'azote sur les parcelles en semi-direct, en N39. Certaines parcelles ont été semées le 20 février avec 100 kilos de 3 x 15. Donc, on a mis 15 d'azote dans la ligne, 15 de phosphore, 15 de potasse et 25 de soufre. Et après le semis, quasiment, on a soldé l'azote. Voilà. Alors Ok. que dans la même parcelle, les systèmes qui sont en travail du sol, ils sont pilotés méthode traditionnelle. Un tiers, on sème également en travail du sol les 100 kilos de 3 x 15, y compris en travail du sol. Et on met un tiers au semis, et puis le solde a été fait, je sais plus, il y a 15 jours, 3 semaines, quand ils étaient au stade 3 feuilles. Ok. Et Ouais. on a eu la même réponse aussi en maïs. On s'est amusé dans les essais du club, interne club, de piloter de l'urée 46 sur des maïs en ACS avec des apports de 100 kg d'urée 46 3 semaines, un mois avant le semis du maïs. En moyenne, sur nos essais, on a plus 7 quintaux. Intéressant. Ouais. Et on précise bien un couvert végétal semi-direct ou strip-till light, quoi, c'est ça, hein? Tout à fait, ouais. Mm. Mm. Ok. Et donc, ça nous permet de rebondir sur les couverts végétaux. On entend dans la plaine, de toute façon, un couvert végétal, il faut tout se mettre à 5 centimètres. C'est là où on a les meilleures biomasses. Est-ce que tu as testé cette rumeur de plaine et qu'est-ce que tu en penses? Oui, effectivement, d'ailleurs, on en avait largement discuté avec Nicolas Courtois. J'avais emmené les gars du club en Suisse. C'est Nicolas qui avait présenté ses premiers résultats
où il avait démontré qu'un couvert végétal, surtout quand l'année elle est assez sèche, il ne faut pas hésiter à semer même des petites graines à 5 centimètres dans la fraîcheur. Oui, ça, c'est des choses qu'on a pu valider en interne club. C'est que on a pu faire sur des plateformes couverts végétaux qu'on sème au 20 juillet, prendre le même couvert, le semer à 2 centimètres et à 5-6 centimètres. Effectivement, on voit que, alors s'il pleut, il y a quasiment pas de différence, mais si les conditions font que les graines à 5 centimètres sont dans l'humidité, ça va nettement mieux, quoi. Et est-ce qu'on peut apporter là une nuance dans le sens où j'ai fait ces essais justement l'an passé dans le 27 et les grosses graines, ça marchait effectivement. Et les très petites graines comme les trèfles à 5 centimètres, je les voyais plus du tout, quoi. Peut-être qu'en sol sableux, ça marche. Enfin, voilà. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus Bah, sur les très petites après, graines qui ont pas de puissance, tout meurt aussi profond, quoi. oui, après, faut pas aller dans les extrêmes, mais euh, on a pu faire germer des facélies, des petites graines comme ça, même à 5 centimètres. Après, pour moi, les couverts végétaux, je sais pas ce que tu avais comme semoir pour semer tes couverts, mais pour moi, les couverts végétaux, c'est semoir à dents. C'était un Solano Adam aussi, ouais. Ouais, semoir à dents, ça permet, parce qu'en fait, je m'aperçois les gars du club qui ont des semoirs de semi-direct à disque, quand on leur parle de mettre des graines au 20 juillet dans des argiles à 40-50% d'argile, faire pénétrer un disque à 5 centimètres, tu vas surtout user ton semoir et pas forcément arriver à l'objectif à 5 centimètres, alors qu'une dent, même en sol argileux, tu vas y arriver, quoi. Mhm. Ok. Il y a une autre question, notamment face on s'éloigne un peu de ce sujet-là, mais ça reste sur la thématique globale. Notamment en système ACS, on travaille peu, voire pas le sol. On voit des régras qui commencent à tenir le glyphosate, plus ou moins. Ça nous fait peur, donc on remet un peu de travail de sol, parce faudrait pas user le glyphosate jusqu'à la corde. Euh, Est-ce que tu penses que des glyphosates plus haut de gamme, toujours avec adjuvantation en plus, seraient plus à même de gérer les dérives d'efficacité à grammage égal? Alors ça, c'est des essais qu'on fait en interne club. Bah, le dernier essai en date, c'est nord de, nord de Chaumont, commune à Houdancourt, où j'ai comparé sur du Régras, une grosse pression Régras, 6 produits commerciaux à base de glyphosate, euh, avec des produits, chaque produit était mis à 540 grammes ou 1080 grammes, des produits haut de gamme et puis des produits plus banalisés. Euh, Dernière notation, aucune différence significative. J'avais pas Plus dit ça. adjuvantation maison à chaque fois, sulfate Oui, d'amour et avec compagnie. en fait, l'adjuvantation était identique pour toutes les spécialités à base de glyphosate. Mhm. Et puis les deux derniers essais qui sont toujours en cours, c'est des destructions de raies gras avant de semer du maïs ou du soja en direct, où on a. Alors c'était pas le premier objectif de l'essai, mais j'avais suffisamment de modalités pour refaire une comparaison glyphosate haut de gamme versus banalisé. À 1080 grammes des deux spécialités, il n'y a aucune différence. Par contre, ce qu'on retient dans ces essais-là, c'est que les raies gras, on vient traiter des raies gras fin mars, début avril, qu'on pu lever dans le couvert végétal dès le mois d'octobre-novembre. Donc, ça veut dire qu'on est sur des raies gras imposants. Là, on voit très bien quand on fait une courbe de réponse au glyphosate que bah, même à 1080, alors à 1080 grammes, on est mieux qu'à 360 ou 720 grammes. On voit l'effet dose. Mais 1080 grammes sur des gros raies gras, des fois, c'est un peu juste. Et là, c'est de l'expérimentation. Je me permets de mettre des modalités à 2160 grammes. Là, on voit qu'il y a encore un petit effet dose, quoi. Voilà. Après, aujourd'hui, on sait que on commence à avoir des raies gras résistants au glyphosate.
Voilà, ça a été avéré par Christophe Delis à l'INRA de Dijon. Voilà, Mhm. où effectivement cette résistance, elle était avérée notamment dans le vignoble beaujolais depuis 5-6 ans, mais en grande culture, elle n'était pas forcément bien citée. Mais Christophe Delis, dans son laboratoire de Dijon, il a déjà identifié par sa méthode sa méthode au laboratoire, 11 populations de raies grasses irrésistantes, dont des raies grasses qui viennent de la ferme de Frédéric Thomas en Sologne. Ok. Euh, et donc peut-être justement, toi en tant qu'agronome expérimentateur et animateur du club agroéco, comment tu vois la gestion de ces résistances de ces graminées au glyphosate, quoi, justement? Alors, en fait, c'était aussi l'objectif des deux essais cette année, c'est qu'on a voulu trouver un partenaire au glyphosate pour D'accord. booster son efficacité. On est effectivement limité à ces 1080 grammes de glyphosate. Et donc, on a testé l'association avec soit la clétodime ou un FOP pour voir s'il y avait une synergie entre les deux modes d'action. Eh ben, il y a un site où ça répond, puis l'autre, il y a un site où ça répond pas, quoi. Et en fait, le site où ça répond pas, quand on questionne l'agriculteur, eh ben, il commence à nous dire, quand je fais de l'acétodine, donc c'est souvent de l'ogive ou du Select Duo ou du Centurion, qui sur les colzas, sur les tournesols ou sur les pois, et puis que ça fait 0% d'efficacité, forcément la matière active elle est cramée, donc il n'y a pas de synergie, quoi. Donc, Mhm. c'est là tout l'intérêt de savoir à quelle population on a affaire, quoi. Ok. Après, après c'est Ouais, la vas-y. rotation, hein, aujourd'hui, que ce soit dans les terres à cailloux ou dans les terres plus profondes, la rotation, l'enchaînement des cultures fait aussi un bon levier agronomique pour essayer de gérer au mieux ces graminées. Mais le problème, on s'aperçoit que il y a deux choses qui s'amplifient, c'est qu'il y a des secteurs où on était plutôt historiquement vulpin et brome, et aujourd'hui, dans ces parcelles-là, on a des inversions de flore avec apparition de raies gras. Je sais pas Et si tu es conscient. disparition de la flore d'avant? Ouais, Ou... disparition de la fleur d'avant, et le ray Ok. gras, quand il apparaît, c'est forcément du ray gras résistant. Voilà. Il y a que du Et, réglage chez moi, globalement, donc j'ai voilà. pas le... Et ça, c'est des choses qu'on voit également sur la ferme de Fromenteau, où il y a des parcelles en 2011, on n'était que vulpin. Aujourd'hui, dans les mêmes parcelles, ce n'est que du ray gras. Et puis l'autre phénomène inquiétant, c'est aussi la capacité de ces graminées maintenant à lever toute l'année, avec des raies gras qui lèvent dans les maïs, même sur des semis de fin avril, début mai. Donc c'est compliqué aussi à gérer, quoi. Mhm. Très très clair. Merci pour ces précisions. Donc ça, on en a parlé, ça, on en a parlé. Est-ce que tu as un avis sur... Donc, tu as déjà répondu dans ta présentation sur la potasse en raie de semis. Je sais que ça se fait en Australie à très basse dose. On sait que le KCl, c'est salin, il faut faire attention à la salinité en raie de semis. Mais toi, tu mets du 15-15-15, si j'ai bien compris. Oui, mais ça, c'est une piste de réflexion parce qu'en fait, je pense que dans nos systèmes en ACS, qui dit ACS dit couverts végétaux. On voit bien que quand on analyse nos couverts végétaux, pour faire simple, on a quasiment autant d'azote que de potasse dans un couvert végétal, alors qu'en phosphore, on va être à 15 unités, quoi, pour un couvert qui produit 4 tonnes de matière sèche. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la potasse, comme elle n'existe pas sous forme organique, cette potasse qu'on a mobilisée dans notre couvert végétal, elle est 100% soluble, donc elle va profiter à la culture de vente. Elle n'a pas besoin de passer par une phase de minéralisation comme un azote, un phosphore ou un soufre, qui doit être Mhm. minéralisé par le sol pour être disponible pour la culture de vente. La potasse, elle va être disponible. Donc, il y a peut-être des gains à aller chercher. On pourrait presque se passer d'apport de potasse dans la ligne de semis en système ACS. Et, euh, et quand je dis ça, c'est une réflexion qu'on a eue en début d'année au sein du club agroéco. C'est qu'on
on a pris la décision de faire ce qu'on appelle des méthodes découple. Ça veut dire qu'on a volontairement apporté de la potasse, début floraison des colzas, pour montrer l'intérêt aussi de la potasse sur la fructification du colza. Ok. Voilà. Et c'est de la potasse sous forme granulée. On n'est pas sur des produits foliaires. On est soit sur du Patenkali ou du chlorure 60, où on apporte 40 à 50 unités de potasse avant une pluie. Pareil, la potasse, on sait que c'est pas comme le phosphore. Le phosphore, ça se détache pas dans le sol. D'ailleurs, on l'a très bien validé sur la ferme de Fromenteau. On voit bien qu'on a une stratification du phosphore en surface qui nous a permis aussi j'en ai pas parlé pendant ma présentation, mais elle a un peu traduite dans les résultats économiques, c'est qu'on s'est aperçu que nos poids spécifiques en blé, en orge d'hiver et en orge de printemps étaient souvent inférieurs en semi-direct qu'en travail du sol. Et l'explication, c'est on sait que le phosphore a une incidence sur l'enracinement des cultures. Et en système ACS, quand on met le phosphore en couverture, alors cette différence de PS, elle est lissée quand on met le phosphore dans la ligne de semis, mais dans nos expés de longue durée, quand on met en semis direct à fumure de fond en couverture, on est moins bien en poids spécifique qu'en la même dose de PK en couverture en travail du sol. Ok. Mais la Et toi, potasse, je pense que la justement, potasse, à partir de quand ça crame, quoi? Peut-être, vas-y, je te laisse développer, mais ce truc, après, moi, quand j'ai commencé à faire les essais engrais localisés dans la ligne de semis, sachant que tout ce qu'on a pu travailler, que ce soit au niveau du service technique ou sur la ferme de Fromenteau, on est sur ce qu'on appelle de l'ultra-localisation. Ça veut dire que la semence et l'engrais descendent dans le même élément semeur. Donc, tout est dans l'arrêt de semis. Donc là, s'il y a vraiment des phénomènes de phytotoxicité, on les voit. Et je me rappelle, quand j'ai commencé à vouloir travailler que de la potasse dans la ligne de semis, les constructeurs m'avaient dit, tu verras, tu vas tout brûler ta graine. On n'a jamais brûlé une graine avec de la potasse. Et peut-être t'as pas pris de KCl, non? Parce que le KCl, c'est vraiment un truc, c'est de la salière, quoi, non? Alors le produit, c'était souvent du chlorure 60. Ah oui, d'accord, donc du vrai KCl, quoi, ouais, Du du vrai sel, quoi. KCl. On n'a jamais eu de soucis. On a eu par contre des soucis d'azote minéral. On brûlait des petites graines comme le colza, qu'on a mis trop d'azote minéral, notamment dans des sols un peu plus sableux. Mais en potasse KCl, non, on n'a pas eu de soucis. On a un beau visuel cette année. En orge de printemps, on a voulu localiser, historiquement, on localise 100 kilos de 3x15. Et on a voulu travailler l'intérêt d'apporter du carbonate de calcium dans la ligne de semis. Et là, on a fait un mélange 3x15, donc 100 kg de 3x15 plus du carbonate. Et on a un effet dépressif sur l'orge de printemps, par contre. Ouais. On a dû mettre un peu trop de carbonate dans la ligne de semis. Mais c'est pour ça que l'expérimentation est importante, comme tu l'as fait, quoi. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, les gars dans le club, on sait que, pour donner des conseils concrets, on fait du blé de l'orge d'hiver en semis direct à l'automne. On sait que les besoins en azote d'un blé à l'automne, c'est pas énorme. Donc, on va mettre entre 10 et 12 unités d'azote dans la ligne de semis. On va mettre nos 30 à 50 unités de phosphore dans la ligne de semis en fonction si c'est un blé ou une orge d'hiver. Voilà, maintenant, ces doses, pour moi, c'est calé, quoi. Ok. J'ai encore deux questions pour toi, si tu veux bien. Oui. Donc, Fromenteau ne date pas d'hier et oui, en fait, je vois que ma question n'a peut-être pas beaucoup de sens parce que tu dis que les limaces, ça fait peu de temps que vous êtes embêté sur Fromenteau, mais j'imagine qu'au sein du club agroécoute, tu as dû voir pas mal de choses. Mhm. Qu'est-ce que tu as comme synthèse de gestion des limaces? Tu vois, on entend par exemple dans la plaine que ça peut être pas mal de précocifier l'apport d'antilimax type phosphate ferrique juste avant la défoliation des blés. Comme ça, elles n'ont plus à manger, elles se retournent sur ce qu'il y a encore à manger avant de retourner en terre, un antilimace.
Ou par exemple, sinon, faire un faux semis et juste après le faux semis, envoyer de l'anti-limace. Comme ça, les premières limaces qui ressortent de terre, la seule truc qu'ils trouvent à manger, c'est un grain d'anti-limace. Voilà, est-ce que tu as un avis sur ces notions-là, au vu de ce que tu peux voir en pleine? Alors, ce que je vois sur Fromenteau, c'est qu'effectivement, nous, pendant 13 ans, les seuls kilos d'antilimace qu'on mettait, c'était 2 kilos d'antilimace en mélange avec le colza dans nos parcelles en semi-direct. Sauf que cette année, alors nous, les colzas, on les sème entre le 5 et le 15 août, voilà, pour faire simple. Cette année, les 2 kilos d'antilimace dans la ligne de semis, ça n'a pas suffi en colza en semi-direct. On a eu vraiment une explosion liée aux conditions de l'année, hein. Si on prend la campagne dernière, on a eu de la pluie du 20 octobre jusqu'à la récolte, quoi. Jusqu'à la récolte juillet 2024. Donc, on s'attendait à avoir une grosse pression limace. Nous, on s'est fait bien avoir. Et au sein du club, pareil, des personnes, des agriculteurs historiquement en semi-direct, on a eu des consommations d'antilimace énormes. Après, sur la stratégie, euh, moi, je suis partisan d'apporter une semaine à 10 jours avant le semis. Effectivement, si on voit qu'on a un gros souci limace sous le couvert végétal, il faut détruire le couvert végétal pour que les limaces n'aient plus rien à manger. Les soigner, pourquoi pas, comme tu l'as dit, au phosphate ferrique. Et puis après, leur donner encore à manger après de semis et une partie dans la ligne de semis. Parce qu'en fait, on a vu cette année qu'on n'était pas trop emmerdé par les limaces noires. Pour moi, les limaces noires, ils sont arrivés plutôt sur le mois de décembre. Mais au début, on était plutôt sur des petites limaces blanches et grises. Donc, on peut avoir plus facilement avec les anti-limaces. Mais je dirais, c'est un peu au cas par cas. Puis l'effet année, elle est énorme, quoi. Mais on s'attendait effectivement à avoir des gros soucis d'anti-limaces cette année. Alors, on a fait une expérience sur Fromenteau. On avait un couvert végétal à Montforge de printemps. Il y avait 1 hectare. Et dans le couvert végétal, on avait pas mal de crucifères qui étaient déglingués par les limaces. On a fait 1 demi-hectare, on a mis de l'antilimace sur le couvert végétal. Et 1 demi-hectare, on n'a pas mis d'antilimace sur le couvert végétal. Et on a semé l'orge de printemps en direct, sans antilimace. C'est un semis du 21 février. Globalement, ça s'est bien passé. On n'a pas plus de dégâts de limaces avec ou sans apport d'antilimace dans le couvert végétal. Donc, il n'y a pas forcément de règles, mais c'est quand même bien contraignant les limaces dans nos systèmes ACS quand même. Après, on a essayé de travailler les passages de herse à paille pour essayer un peu de déranger, mettre un peu les œufs en surface en plein été. Voilà, mais c'est pas facile de donner des chiffres. Voilà, on passe un coup d'herse à paille, on va détruire, on aura 20-30% de limaces en moins. J'ai pas de chiffres. Ok. Et j'ai une dernière question. Est-ce que tu as travaillé sur des céréales, par exemple un blé, hein, c'est un archétype que tout le monde a, la densité de semis, dans le sens où on a des premiers essais qui nous arrivent de Bretagne qui nous disent que si on sème clair et que tous les pieds survivent, on ne sera plus résilient en un printemps compliqué où on manque d'eau et où on manquerait de lumière. Je m'explique, si on a moins de matière verte à alimenter en minéraux ou en eau, on va mieux passer les stades de stress. Et s'il n'y a pas assez de lumière, on aura un empilement de panneaux solaires moins fort. Et donc, on aura chaque panneau solaire mieux alimenté. Est-ce que c'est des notions que tu as travaillées voilà. Oui, c'est des choses qu'on travaille. Moi, j'ai travaillé il y a plus de 15 ans, mais pareil, je vais faire 2 points sur la ferme des Fromenteaux et puis chez les membres du club. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Nous, à Fromenteau, ça fait longtemps qu'on sème les blés ou les orges d'hiver à 200 grains par mètre carré. En Pourquoi? SD? Parce que bon, même en semi-direct, oui. Oui. Ah oui, c'est pas gros. Hein. Ah Ouais, ben non, ok. c'est pas gros, Très, non, non. très Mais, intéressant. Non, mais c'est important de le lire. mais si tu veux, pour 2 raisons, parce qu'on sait que les faibles densités dans les sols argilo-calcaires où le facteur limitant, c'est la faible réserve utile en eau qu'on a aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a certaines parcelles, je l'ai sûrement dit tout à l'heure, qu'on avait déjà des marquages dans les blés, dans les terres à cailloux. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est vite aperçu que
dans les terres à cailloux, on peut avoir des blés superbes au mois de mars, avril. C'est pas forcément ceux-là qui font le meilleur rendement. Parce qu'à un moment donné, dans nos terres à cailloux, on fait monter un nombre de tales important. D'ailleurs, il y a une composante du rendement qu'on fait régulièrement dans les plateformes densité de semis. C'est qu'au stade des pieds 1 centimètre, on dénombre le nombre de pieds sortis d'hiver. Et donc, ça nous oblige d'ôter les pieds pour vraiment les séparer. Et on profite d'avoir extrait les pieds de la parcelle pour faire un comptage de nombre de tales de plus de 3 feuilles, qui nous permet, au stade des pieds 1 centimètre, de définir un nombre d'épis potentiels. Par exemple, cette année, on a encore refait au sein du club agroéco des plateformes densité de semis où les agriculteurs dans la même parcelle font des densités de semis. Pour faire simple, on fait 200 grains, 300 grains et 400 grains. On fait des paliers de 100 grains par mètre carré. Et après, donc, on fait nos composantes du rendement, dont le fameux nombre d'épis potentiels des épis 1 centimètre. Et en fait, on s'aperçoit que on peut avoir sur les fortes densités. Alors déjà, le premier constat qu'on fait, c'est quand on fait les nombres de pieds levés au stade 2 feuilles du blé, et c'est souvent le cas, on a plus de pertes de pieds en forte densité. Inversement, quand on sème 200 grains, on peut avoir 1 à 5% de pertes, alors qu'à 400 grains, on peut monter à 15, 20, 30% de perte de pieds dès la levée. Et au stade épis 1 centimètre, donc le fameux nombre d'épis potentiels, on peut avoir, je sais pas moi, 1200 épis potentiels en forte densité et que 800 épis en faible densité. Mais quand on fait les nombres d'épis réels au mois de fin juin, quoi, à l'épuisement des blés, on a quand même une régression moindre en faible densité qu'en forte densité. Et ça, c'est d'autant plus vrai dans les terres à cailloux et des années où il fait sec. Parce qu'en fait, on a monté un nombre de tales trop important, et puis au final, il ne reste plus que le mètre brun, quoi. Donc, moi, je suis un partisan des faibles densités, ouais. Et puis, l'impact sur le rayonnement, oui, je pense que c'est réel, parce qu'on s'est amusé pendant 2-3 campagnes au sein du club à faire ce qu'on appelle les corridors solaires dans les maïs. C'est une pratique qui est faite au Canada. C'est d'alterner 2 rangs de maïs tous les 75. Après, on laisse un corridor solaire d'1,50 m et puis après, on refait 2 rangs 75. Et dans le corridor solaire, on avait même mis des couverts végétaux. Et on avait très bien vu que les 2 rangs qui étaient 1,50 m d'écartement, ils avaient plus de rayonnement et puis ils avaient 2 épis, quoi. Donc, l'effet rayonnement, il est aussi important, quoi. Et puis, oui, à Fromenton, on sème clair aussi parce qu'on sème avec un semoir tous les 25 centimètres. Et si on gardait historiquement nos 300 grains qu'on se met à 15 centimètres, si on met les 300 grains tous les 25, en fait, on se tire une balle dans le pied dès le départ parce qu'on met trop de pieds au mètre linéaire. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de semoirs de semi-direct qui sont configurés rang tous les 20 ou 25 centimètres. Et si l'agriculteur conserve sa densité historique avec son semoir tous les 15 centimètres, ça marche pas, quoi. À un moment donné, il y a trop de pieds au mètre linéaire qui se concurrencent entre eux. Ok, très très clair. Ouais, mais c'est intéressant. Je n'ai plus de questions. Je regarde, plus de questions dans le chat non plus. Vincent, je te remercie pour ton intervention. Oui. Peut-être un mot de la fin pour conclure, si tu veux bien. Puis après, on pourra se quitter sur ces bonnes paroles. Eh ben, le mot de la fin, c'est que moi, je vais remercier ma coopérative, quoi, les coopératives de l'Alliance qui nous ont permis de mettre en place dès 2011 des dispositifs de longue durée qui permettent de faire des belles synthèses comme présenté ce soir, parce que ça reste des moyens humains et puis aussi financiers, voilà, qui sont supportés par les coopératives. Et je me permets de le dire, mais on a souvent, alors je ne sais pas si c'est au niveau national la même réputation qu'ont les coopératives, mais les coopératives avaient toujours été montrées du doigt comme quoi on était contre le semi-direct, contre la CS. C'est pas le cas de l'Alliance BFC qui met en avant cette technique
d'agriculture de conservation des sols, aussi bien dans nos fermes de longue durée que dans l'animation du club agroéco. Super. Bah, très bon mot de la fin. Bah, en tout cas, Vincent, je te remercie pour la qualité de ton intervention et la précision de tes réponses. Euh, Bah, il me reste plus qu'à souhaiter un bon appétit à tout le monde et une bonne soirée. Et une bonne récolte 2025. Ah, c'est important.